Bienvenue à Dialogue Dilettante. Ça va, Justin? Ça va bien, là. Ouais, ça va très bien. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, on parle du positivisme logique encore. Yes, donc on fait, si on veut, l'épisode 4.2. On s'était laissé sur un peu un survol historique de la question, puis on avait jugé que c'était quand même dense. Donc pour permettre de digérer tout ça, on va séparer ça en deux. Donc aujourd'hui, on va continuer là-dessus en supposant que le background historique est plus ou moins connu. Cool, ouais, parce que là, l'autre épisode d'avant, dans le fond, on avait parlé de comment le positivisme logiste était arrivé, donc pourquoi il y avait des penseurs qui ont commencé à appliquer cette théorie-là. Puis on a parlé un peu de c'était quoi aussi, mais si tu pouvais nous résumer en 2 minutes environ, c'est quoi le positivisme logique? Je vais résumer un peu l'histoire qu'on avait fait. OK. Donc, on avait parlé de Hume et de Kant. Hume qui avait un peu remis en question les idées dans la théorie de la connaissance de son époque. Donc, il avait remis en question c'était quoi avoir une connaissance valide ou objective ou juste. Kant n'était pas satisfait de ce scepticisme-là. Il voulait répondre dans l'affirmative que c'était possible d'avoir de la connaissance objective. OK. Puis quand il parle de connaissance objective, il veut dire donc connaissance à 100% objective. Ouais, mais le but, c'est pas nécessairement d'avoir une connaissance 100% objective, je dirais. C'est plutôt qu'est-ce qui est rationnel de tenir comme un fait ou comme une connaissance juste. Okay. Je vais éviter de parler de 100% objectif parce que c'est quand même c'est très profond comme affirmation. Là. OK. On s'interroge plutôt à la validité de la connaissance en général. OK. Kant a eu le mérite de comprendre que il y avait une distinction entre le sujet et l'objet. Okay? On l'avait pas dit dans ces termes-là, mais en gros, c'est comment est-ce qu'un sujet conscient avec une connaissance, avec une cognition subjective, comme un humain, peut en venir à connaître un objet qui, de façon intrinsèque, a des propriétés objectives, comme, par exemple, un objet physique. Par exemple, la table devant moi. Comment est-ce que je viens à connaître les propriétés objectives de la table à travers ma cognition? Okay. Donc, c'est un peu ça le projet de Kant. Dans le fond, ça, c'était son départ... C'est un peu le point de départ de son interrogation sur comment est-ce qu'un sujet arrive à avoir des connaissances sur des trucs objectifs. OK, puis c'est quoi qu'il avait conclu de ça? Ouais, il s'est rendu compte, on s'était déjà rendu compte que, en fait, la seule chose objective à laquelle on a accès, en un certain sens, ce sont nos sens, justement. Donc, on a un lien privilégié avec nos sens. Nos sens, en tant que tels, ils sont objectifs. Mais là, la question, c'est comment est-ce qu'on détermine si nos sens représentent adéquatement l'objet en question? Pourquoi est-ce que nos sens sont plus objectifs que subjectifs? Ils sont objectifs parce que on les vit en tant que tels. Donc, on peut pas vraiment se tromper sur nos sens, dans le sens... on peut pas se tromper sur le contenu de nos sens autre que si on extrapole à partir de nos sens. Donc c'est un peu complexe, mais ce que je vois devant moi en tant que sens de la vision, je ne me trompe pas. C'est exactement ça que je vois. Ouais, je comprends. Donc dans le fond, le sens que tu vis en ce moment est objectif. Donc je peux pas, mettons, tu me dis je vois cette chaise, mais je peux pas dire genre non, tu ne vois pas cette chaise. Non, je sais pas vraiment comment le décrire. Ce que je vois est objectif. Après, de l'appeler par exemple une chaise, là il faut faire attention parce que là il y a comme une question de langage et tout qui rentre en jeu. Puis le but de la science, c'est de découvrir comment, selon Kant, comment nos sens représentent adéquatement le monde. OK. Fait que dans le fond, même si le sens, par exemple, ne représenterait pas adéquatement le monde ou la réalité, il reste objectif. Parce que
c'est un sens que toi tu vis, donc l'image que tu vois en ce moment est objective. Exactement. Ok, je comprends. Si je la décris à quelqu'un, là peut-être je me trompe, peut-être que je suis mais là parce qu'il y a la communication. Exact. Il y a qui est des beaucoup plus éléments subjective. C'est ça. Ah, ok. Là, donc c'est un peu ça l'idée de Kant. Okay. Ensuite, il essaie de comprendre comment le sujet s'approprie l'objet à travers ses sens, puis comment il conçoit la réalité objective de l'objet qui est à laquelle il n'a jamais directement accès, en fait. Puis donc ça, c'est une idée un peu qu'on va appeler un phénomène, donc l'interaction entre nos sens et un objet réel. Donc Kant, c'est un peu ça son projet. Ensuite, vient beaucoup plus tard, à la fin du 20e siècle, du 19e siècle, les logicistes, donc on avait parlé de Russell, de Frege, etc., qui, eux, vont plutôt déplacer un peu la vision, puis dire, ce qui est intéressant, c'est non le rapport entre le sujet et un objet, mais c'est plutôt le rapport entre un sujet et des propositions, ok? Ou entre un sujet et du langage. Donc, ce faisant, ils ont compris que le langage était vraiment déterminant dans la connaissance, selon eux, ce qui les a amenés à développer des idées de logique jusqu'à vraiment à l'extrême, de pousser les idées sur la syntaxe des phrases. On se souvient, on avait l'exemple de « il pleut » ou « il ne pleut pas », qui est une phrase qui doit toujours être vraie que par sa forme. Peu importe ce qu'on dit, dire P ou non P va toujours être vrai. Ouais. Donc on avait parlé de ça. Donc eux, ils s'intéressent vraiment plus à comment est-ce qu'on peut avoir une certitude que des propositions scientifiques sont vraies, plutôt que de s'intéresser à un objet qui est difficile d'accès. Donc ils déplacent un peu le problème, puis ce qui va les pousser à développer des théories sur la logique, sur le langage, sur le rapport qu'on entretient entre les deux, sur des idées de probabilité, donc une affirmation est probablement vraie, des choses comme ça. Ouais. Il va y avoir un long développement de ces idées-là, notamment autour du cercle de Vienne, qu'on avait parlé, qui justement veulent pousser ces idées langagères à l'extrême. Entre autres, un de leurs projets, c'était de trouver une langue universelle purement objective, purement formelle, qui pourrait servir de base à la science. Est-ce que ça, aujourd'hui, il y en a encore qui travaillent là-dessus? Je pense que j'ai posé la question dans l'autre, mais est-ce qu'il y a toujours... Je pense que le projet de trouver la langue universelle est un peu mort. Okay. Je pense que les positivistes logiques ont lamentablement échoué là-dessus. Okay. Par contre, leur mérite, c'est d'avoir compris la structure, d'avoir du moins élucidé beaucoup de mécompréhension du langage, de comprendre les structures logiques dans notre langage, de comprendre la place que prennent certaines affirmations dans nos propos, etc. Est-ce que tu aurais un exemple concret que beaucoup de gens connaissent? Quelque chose qui a découlé du positivisme logiste que un peu tout le monde connaît comme étant une évolution flagrante? Vite fait comme ça, beaucoup de leurs implications seraient beaucoup plus en termes de logique formelle, en mathématiques, par exemple. Donc, la plupart c'est plus pour les logiciens puis les mathématiciens qu'on voit là. En fait, les positivistes logiques étaient très souvent dans des départements de logique ou des départements de mathématiques dans des universités. Donc, c'est très spécialisé comme discours. C'est même quelqu'un comme moi qui est initié aux mathématiques puis à la logique formelle, c'est très, très, très compliqué à suivre leur pensée. Il y a beaucoup de petites distinctions subtiles, puis selon moi, on s'y perd, puis bon, j'ai d'autres choses à faire que passer mon temps... je pourrais passer ma vie à essayer de comprendre les débats du positivisme logique, mais les grandes lignes, pour moi, c'est d'avoir compris Pour moi, ils ont compris le rôle du langage, ils ont compris le rôle de la structure du langage, puis ils ont compris comment le langage influence nos théories puis nos conceptions du monde. OK. Puis est-ce qu'il y a des... OK. Puis dans le monde, par exemple, scientifique, parce que c'est quand même une théorie scientifique, une théorie philosophique scientifique. Ouais. Est-ce que ça a changé la manière que les scientifiques font des hypothèses, font des études, font des recherches? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté-là qui a changé aussi?
C'est difficile à dire, mais c'est sûr que ça a une influence énorme. C'est que on peut le voir de deux façons. Bon, c'est une distinction un peu artificielle, mais parfois ça aide pour mettre des mots sur les choses. Parfois, on va parler de philosophie des sciences ou d'épistémologie normative versus positive. Donc, le positif, ce serait le philosophe qui s'intéresse à ce que font les scientifiques. Il ne va pas juger si c'est valide ou non. Il va juste regarder comment les scientifiques travaillent, comment est-ce qu'ils arrivent à dire qu'ils croient en leurs propos, etc. Versus des idées qu'on qualifierait plus de normatives, ce serait de dire comment les scientifiques devraient travailler. De dire tel scientifique commet une erreur scientifique quand il fait ça, il devrait plutôt faire ça. OK. Fait qu'il y en a un qui est plus basé sur le comportement des scientifiques, juste être un observateur. L'autre, c'est un peu quelqu'un qui va être directif, donc il va dire des directions à suivre. Des règles méthodologiques ou une éthique scientifique, entre guillemets, si on veut. Okay. Les deux... donc, t'as un peu des philosophes des deux côtés, t'en as qui sont un peu entre les deux. Certainement, on en est venu à s'intéresser beaucoup à ce que font les scientifiques en pratique. Je dirais pas que c'est dû seulement au positivisme logique, mais c'est certainement l'intérêt accru pour qu'est-ce qui rend des connaissances valides. Okay. Des positivistes logiques nous ont amené à faire ça. Okay. Donc, je dirais que une des contributions majeures, selon moi, c'est d'avoir élucidé ce que c'était une théorie, ou du moins avoir analysé la structure logique de théorie, comme par exemple la mécanique de Newton, puis d'enlever des conceptions erronées qu'on avait de la structure logique de la théorie. Peut-être je peux me permettre un exemple avec la géométrie euclidienne. Ouais. Donc, on se souvient, on avait dit que la géométrie euclidienne, en tant que telle, les axiomes, on les postulait comme vrais. Parce que ça avait du sens, selon Euclide. C'est ça, parce que c'était intuitif, parce que Kant dirait, par exemple, c'est contraire à nos sens d'affirmer que les axiomes sont faux, donc on se doit de les accepter. Okay. Puis une fois qu'on a accepté les axiomes, on peut déduire toute la géométrie euclidienne, puis la géométrie euclidienne nous permet de comprendre l'espace dans lequel on vit, de comprendre, par exemple, que je suis dans une pièce qui a 3 dimensions, etc. Une des contributions du positivisme logique, c'est d'avoir compris que en fait, la géométrie euclidienne, elle nous dit rien sur le monde en tant que telle. Okay? La géométrie euclidienne, même les axiomes, on va utiliser des notions comme des points et des droites. Donc, si on se souvient, j'avais dit, un des axiomes, c'était que par 2 points, il passe une et une seule droite. Ouais. Donc, on se souvient, parfait. Mais en tant que tel, on n'a jamais défini c'était quoi un point et une droite. Okay? On a une idée c'est quoi, mais dans la théorie, il n'y a pas de définition de ce que c'est un point et une droite. Okay? Ouais. Donc, ils ont compris que ce qui donne... ce qui définit en fait le point et la droite dans la géométrie euclidienne, c'est les relations qu'ils entretiennent entre eux. Donc, ce qui définit un point, c'est le fait que, par exemple, si j'en ai 2, je peux faire passer une droite. Donc, les axiomes, en quelque sorte, non seulement ce sont des propos qu'on tient pour vrais, mais ce sont des définitions implicites relationnelles entre des objets qu'on n'a jamais définis. Ouais, parce que là, dans le fond, tu pourrais arriver à... si 2 personnes avaient une définition complètement contraire ou complètement différente à un point ou une droite, théoriquement, ils pourraient faire des choses différentes avec les axiomes d'Euclide. Exactement. Mais en fait, c'est que les théorèmes vont être les mêmes, parce que comme on n'a jamais défini c'était quoi le point ou la droite, on est libre de l'interpréter comme on veut, tant que ça respecte les axiomes. Parce que le point, il n'y a personne qui dit « voici c'est quoi un point ». Donc, moi, en interprétant la théorie, qui est juste une structure logique entre des concepts et des définitions,
je peux dire, pour moi, un point, ça représente tel objet. Ou tel objet peut être représenté par un point. Tandis que, par exemple, une particule. Je pourrais dire une particule, je vais la représenter comme un point dans la géométrie euclidienne. Mais, a priori, juste comme ça, il n'y a rien qui dit que c'est la bonne interprétation de la géométrie. Mm-hmm. Je sais pas si c'est c'est clair. Okay. Ouais. Donc, les positivistes logiques ont remarqué ça. Okay? Selon moi, c'est une de leurs contributions importantes. C'est que, d'un point de vue purement théorique, une théorie comme la géométrie euclidienne ne dit rien sur le monde. Okay? C'est juste une structure, un échafaudage logique où est-ce qu'on utilise des règles d'inférence pour jouer avec des axiomes puis découvrir des théorèmes. Mm-hmm. Si on analyse le contenu logique d'une théorie, en fait, ce ne sont que des tautologies. Okay? Ce sont des propositions qui sont vraies juste par la structure syntaxique de la proposition. Mm-hmm. Ouais. Donc, on me suit? Super. Donc là, ça amène tout de suite à la prochaine question. OK, donc est-ce que la géométrie euclidienne explique bien l'espace du monde, par exemple? Juste revenir un peu en arrière. Quand tu dis que c'est des propos... tu sais, chaque axiome, dans le fond, est un propos tautologique. Tu peux-tu juste... chaque théorème, plutôt. L'axiome, okay. L'axiome, c'est un peu... moi, je le vois un peu comme un... c'est comme si on jouait à Dieu, là. C'est comme on émerge un axiome de nulle part. Il tient sur rien. On n'a même pas défini c'était quoi vraiment un point puis une droite, mais parce que les concepts sont liés entre eux par les axiomes, on arrive à interpréter le point comme étant les relations qu'il entretient avec les autres objets de la théorie. Je sais que c'est un peu abstrait, mais... Ouais. C'est un peu abstrait, mais je comprends, mais là, quand tu m'avais dit que chaque théorème est un peu un point de vue tautologique, c'est là vraiment que... Ouais. Donc là, chaque théorème, en fait, de ce point de vue-là, d'un point de vue purement formel dans la théorie, chaque théorème n'est vrai que parce que il y a une structure syntaxique qui le rend vrai par défaut. OK, comme par exemple, cette phrase est vraie. Mais ça, c'est un propos tautologique, admettons? Par exemple. OK. Mais, donc, pourquoi ce serait la même chose avec un théorème? Exactement? OK. Par exemple, il pleut ou il ne pleut pas. Ouais. Ça, c'est vrai purement parce que... L'axiome le dit. Ouais, c'est vrai selon la logique, purement parce que ça a une forme particulière. N'importe quelle phrase de la forme « il pleut ou il ne pleut pas » va toujours être vraie, selon la logique formelle. Voici un robot qui vous explique que nous avons des problèmes techniques. Profitez de la musique en attendant. La phrase est vraie que par sa structure syntaxique. OK. Puis, on se rend compte que, selon les positivistes logiques, toutes les théories axiomatiques, déductives, comme par exemple la géométrie euclidienne, ne sont que une collection de tautologies. Donc, ce ne sont que des phrases qui ont une structure qui les rend vraies par essence. Elles ne peuvent pas être contredites. En relation avec les axiomes. Exactement. Une fois qu'on a accepté les axiomes. Donc, une fois qu'on a accepté les axiomes, en fait, on arrive à trouver une manière syntaxique, disons, d'utiliser des mathématiques et des formules pour faire en sorte que, en utilisant les axiomes, quelque chose peut se prouver par lui-même. Donc, la finale, donc la théorie se prouve par elle-même. Exactement. Okay. Là, on prend les axiomes. Si on veut, c'est comme... on jette les bases, donc c'est comme notre fondation. Ouais. Puis après ça, on construit un édifice, mais l'édifice est comme construit à partir de lui-même. Mm-hmm. Okay? Puis c'est une des propriétés des mathématiques, c'est que on construit toujours les mathématiques une par-dessus l'autre, puis on est capable, en théorie, de continuer ça à l'infini, de juste jouer avec notre structure pour la grossir. OK. Donc, selon les positivistes logiques, les théories comme la géométrie euclidienne ont cette structure tautologique. Puis ensuite, on doit
lui donner ce qu'ils appellent un contenu empirique. Okay? Donc ça, c'est, si on veut, le noyau dur de la théorie. C'est une collection de tautologies à partir des axiomes. Puis ensuite, quand on prend les notions primitives comme le point ou la droite, on doit lui associer une définition qui dépend d'une réalité extérieure, qui dépend du monde. Donc on doit dire tel objet va jouer le rôle du point. Ok. Jusque-là? Ouais. Ok. Par exemple, on pourrait dire une particule va être un point. Ok. On va l'associer à un point. Puis là, on va regarder est-ce que, d'un point de vue empirique, donc quand on fait des expériences, est-ce que les résultats pouvaient être prédits par les théorèmes? Est-ce que les résultats concordent avec les théorèmes? Si les résultats ne concordent pas, on va dire que l'interprétation empirique de la théorie n'était pas la bonne. Pourrais-tu donner un exemple dans le monde concret, le monde physique, de quand on pourrait utiliser... genre, si tu pourrais nous donner un exemple avec le positivisme logique et sans le positivisme logique, quelle comparaison entre deux expériences? Ok. Prenons la mécanique de Newton, qui dit que... qui prend une loi de gravité, puis qui dit voici la relation mathématique qui détermine la gravité. Ok. Bon, en tant que telle, la théorie, d'un point de vue selon le positivisme logique, en tant que telle, la théorie ne dit rien, parce qu'elle ne définit pas c'est quoi un objet vraiment, elle dit pas vraiment c'est quoi la gravité, elle fait juste postuler une relation entre des objets qui ne sont pas encore définis. Ok. Donc dans le fond, eux, ils étaient un peu contre le fait qu'on n'ait pas associé, quelque chose de concret entre les axiomes puis la réalité. En fait, ils sont pas contre. C'est plutôt qu'ils vont se rendre compte que les théories scientifiques ont cette structure-là, puis qu'il faut distinguer la partie logique de la théorie qui est un peu comme la géométrie euclidienne, qui n'est que tautologique. Okay. Puis l'interprétation empirique que nous, les humains, ou nous, les scientifiques, faisons de cette théorie-là. Puis qu'il y a deux critères de validité. D'un point de vue logique, la géométrie euclidienne, elle est impeccable. Mais, d'un point de vue d'explication de phénomènes physiques, il y a peut-être des problèmes. Puis c'est ils vont distinguer les deux. Ils vont dire, OK, oui, la géométrie euclidienne est logique, tout est vrai par elle-même, ce sont des théorèmes, il n'y a personne qui peut les contredire, mais par contre, on peut se débattre sur quelle façon on utilise cette théorie-là pour comprendre le monde. OK. C'est clair, ça? Ouais. OK, super. Ouais. Par exemple, retournons à la gravité. La théorie de la gravité, qui fait partie des axiomes de la théorie de Newton, va dire que deux objets s'attirent selon telle force. Il va jamais définir c'est quoi une force. Dans la théorie de Newton, il n'y a pas de définition de c'est quoi une force. Donc là, on est forcé... Excusez le mauvais pun qui n'était pas intentionnel. Ça fait 2 jeux de mots unintentional que tu fais. On est obligé de interpréter empiriquement c'est quoi une force. Puis on a toute une intuition de c'est quoi une force. Ouais. Par exemple, si je pousse Elliot, je ressens une résistance qui va être proportionnelle à sa masse. Okay? Si Elliot était beaucoup plus petit, j'aurais moins de difficulté à le pousser. S'il était beaucoup plus gros, j'aurais plus de difficulté à le pousser. Donc on a une intuition de ce que c'est une force, mais en tant que tel, la théorie nous dit pas c'est quoi. Mm-hmm. Okay? C'est nous qui devons l'interpréter pour pouvoir l'appliquer sur le monde. Mais si on pense comme de cette façon-là, de façon totalement, mettons, extrême, mais on n'en finira jamais, non? Ouais, mais c'est un peu ça si tu dis, mais il n'y a pas ça que vous avez défini, mais dans la définition que je viens de donner d'une ligne, par exemple, là, si tu dis, OK, mais il faut que je définisse où est le point, il faut que je définisse où est la ligne, mais là, tu dis, OK, dans la définition que tu donnes de la ligne, il va y avoir telle partie qu'il faut aussi définir, mais là, dans cette définition-là, tu sais, un moment donné, ça finira jamais. Mais ça, c'est le dilemme du créateur de dictionnaire, là. J'ai oublié comment on appelle ça, mais c'est comme un dictionnaire. Si on le regarde d'un point de vue purement logique, c'est impossible.
Parce qu'il faudrait que tous les mots utilisent des mots. Il faut qu'il y ait des mots qui soient pas définis à la base. Ouais. Puis c'est un peu ça le dilemme de la théorie, c'est que c'est impossible de tout définir correctement. Ouais, absolument. D'un point de vue logique, d'un point de vue purement logique. Là, tu donnes l'exemple du dictionnaire, mais c'est vrai que théoriquement, pour savoir un mot à 100%, il faudrait que tu ailles chercher la définition de chacun des mots que tu lis dans une définition, mais un moment donné, ça va revenir, ça va être self-referential. Ouais, exactement. Fait puis là, que... ben c'est ça. Mais on est quand même capable de faire des dictionnaires. Mais oui, et puis on le comprend, mais c'est que l'objectivité du dictionnaire... C'est qu'on n'a pas les mêmes exigences de rigueur logique que les positivistes logiques avaient. OK. C'est un peu ça. C'est qu'on se permet du flou et de l'ambiguïté dans notre langage, même que certains qui ne sont pas d'accord avec le positivisme logique vont dire que c'est la force du langage d'avoir un certain flou. Si on avait un langage purement structurel et logique, on aurait de la difficulté à communiquer, on serait comme des machines. Ouais. Donc certains vont voir là un avantage dans le langage, c'est de permettre un certain flou, etc. Mais il y a aussi vraiment c'est vrai que je peux voir pourquoi ça semble être vraiment beau d'avoir un dictionnaire, par exemple, qui n'a aucun flou puis aucune subjectivité. En même temps, c'est-tu réaliste? Mais c'est par essence même, il va falloir que certains mots ne soient pas définis pour commencer. Il va falloir qu'il y ait des axiomes de mots aussi. Exact. Puis c'est un peu ça qui se passe dans les mathématiques. C'est que il te faut des définitions primitives qui ne sont jamais vraiment définies. Puis comment on fait ça? C'est qu'on les cache dans des axiomes en mettant en relation deux concepts qu'on n'a jamais définis, par exemple. Ouais. Comme le point et la droite. Donc là, on en vient à comprendre un point comme étant plutôt les relations qu'il entretient avec les autres objets dans la théorie. Je sais pas si c'est clair. C'est très abstrait. C'est de plus en plus clair. Parfait, exact. Parce que je sais que c'est très abstrait, puis j'ai un certain bagage mathématique qui m'aide à comprendre ces concepts-là, mais je tiens vraiment à ce qu'on parle de ça, parce que pour moi, c'est le fond du positivisme logique, c'est cette espèce de réduire tout à de la logique pure puis dure, puis de voir que selon moi il y a des bienfaits de faire ça, mais il y a aussi des aspects négatifs, puis il y a des problèmes quand on est aussi rigoureux. Puis justement, là, quand tu disais qu'il avait vu le problème sur les axiomes, il avait vu, pas le problème, mais il avait vu que c'est comme ça que les gens fonctionnaient. Puis selon eux, ils suggéraient qu'il faudrait attribuer, mettons, des points à des éléments physiques. Par exemple. Donc, ce serait exact. Ensuite, une fois qu'on a une structure logique pour une théorie, on lui attribue ce qu'ils appellent un contenu empirique, qui est un peu l'interprétation. Donc, ils vont introduire tout un langage technique pour parler de ça, mais je vais essayer d'être le moins technique possible, mais ils vont parler par exemple, de définition observationnelle ou de définition opérationnelle, qui vont venir un peu faire le pont entre la réalité empirique, entre les expériences, entre les phénomènes physiques, entre les choses qu'on observe dans le monde, et les définitions primitives comme les points et les droites. Okay. Donc, ils vont essayer de jeter un pont entre le monde et la théorie logique, puis ils vont appeler ce pont-là le contenu empirique de la théorie. OK. Si on reprend notre exemple de gravité que j'ai pas réussi à terminer, on n'a jamais défini c'était quoi une force dans la mécanique de Newton. Tout ce qu'on sait, c'est que, par exemple, elle est égale à la masse fois l'accélération. C'est un des axiomes de la théorie. Donc là, on en vient à définir la force comme étant la relation qu'elle entretient avec la masse et l'accélération. Donc là, il faut définir la masse et l'accélération. Puis là, on voit qu'on tombe dans un cercle vicieux. Il y a quelque part, il faut qu'un des concepts soit défini avant qu'on puisse parler des autres. Puis Newton, il va dire que la masse, c'est comme la quantité de matière d'un objet. Mais tu sais, c'est très ambigu, c'est très vague. Puis les positivistes logiques vont essayer de dégager ces ambiguïtés-là, d'ériger la mécanique de Newton comme une structure purement tautologique, comme la géométrie euclidienne. Puis d'ensuite, dans un deuxième temps, voir le contenu empirique comme étant séparé. Puis là, c'est sur le contenu empirique
qu'on peut jouer pour modifier nos conceptions, puis faire des expériences, puis regarder est-ce que ma théorie explique bien le monde. Puis là, on peut jouer soit sur le contenu logique ou le contenu empirique. OK. Si tu pourrais donner un exemple de contenu empirique, ça serait par exemple le nombre de grammes ou... Par exemple. OK. Donc, par exemple, on pourrait dire que une force, ça va être ce qui va créer une accélération dans un objet. Puis là, ça va être quoi l'accélération? Donc, on va dire, ben, ça va être un changement de vitesse. Puis là, on va regarder avec des instruments, si j'applique une force qui est encore un peu vague, j'observe un changement d'accélération. Donc, un bon positiviste logique va dire, en fait, la force, c'est ce qui cause un changement d'accélération. Puis là, comme on est capable d'observer des changements d'accélération, des changements de vitesse plutôt, ben là, on a comme donné un contenu empirique à la théorie. Je comprends. OK. Donc là, on traduit un peu la théorie dans des termes qu'on est capable d'observer puis de contrôler expérimentalement. OK. Un autre point qu'ils vont soulever, c'est que, par exemple, si on prend la mécanique de Newton, un des axiomes dit que un objet qui subit aucune force est au repos. Donc, un objet qui ne subit aucune force ne se déplace pas. Ouais, OK. Là, on a un problème d'un point de vue empirique. Parce qu'il n'existe aucun objet qui subit aucune force dans le monde. Ouais, ça vrai. N'existe pas. C'est par exemple, même l'objet qui est immobile sur la table en ce moment, ben, il subit la gravité de la Terre, Exactement. Il subit la rotation de la Terre. Exact. Tous les objets dans l'espace, théoriquement, l'astre le plus éloigné qu'on connaît, il subit la gravitation du verre, de la tasse de thé qu'il y a sur la table. Ouais, de tous les éléments dans l'univers. Exactement. Ouais. Donc, les positivistes logiques vont voir un problème, là. Ils vont dire, OK, comment est-ce qu'on peut justifier l'utilisation de ce concept-là qui n'existe pas? Puis là, ils vont essayer de plein de façons. Puis là, je veux pas comme trop aller dans les détails, mais on voit à quel point leurs exigences de rigueur sont... C'est quasiment absurde de pousser la rigueur à ce point-là. Puis là, c'est un mathématicien qui dit ça. Donc, il y a comme quelque chose d'inconfortable à aller aussi loin dans les détails, mais c'est quand même, je pense, leur mérite d'avoir remarqué que c'était pas aussi clair qu'on le pensait. Parce que la mécanique de Newton, on pensait que c'était l'explication parfaite du monde, qu'on avait compris la physique. Ouais. On disait même que la physique était à sa fin, parce que là, avec les axiomes de Newton, on prédisait tellement de phénomènes, on expliquait tellement de choses que... Ouais, c'était un gros pas en avant, mais c'était pas... Mais on pensait que c'était la fin. Ouais. Même les positivistes logiques? Ben, avant les positivistes logiques. OK, parce que la mécanique de Newton est beaucoup plus vieille que les positivistes logiques. Ouais. Là, eux vont faire... Attendez une seconde, on va vous montrer pourquoi c'est pas tout à fait vrai ce que vous pensez. Puis c'est un de leurs mérites d'avoir compris à quel point les théories scientifiques peuvent être fragiles. Ouais. Puis il faut comprendre aussi que les positivistes logiques, ils avaient le bénéfice d'avoir vécu la révolution d'Einstein. Les positivistes logiques, ils venaient de voir la mécanique de Newton se faire démolir par une nouvelle théorie qui était la relativité d'Einstein. Mm-hmm. On ne fait pas imaginer ça avant. On ne fait pas imaginer la mécanique de Newton se faire remplacer. On pensait que elle avait tellement de succès qu'on pensait que c'était fini. Il n'y avait plus de façon de comprendre la mécanique. Ouais, parce que la plupart des choses pouvaient s'expliquer par cette logique-là. Tu sais, même presque toutes, là. Mm-hmm. Sauf Mercure, genre. Ouais, le classique. Ouais. Je sais pas si ça vaut la peine qu'on en parle rapidement. Oui. C'est juste l'idée que l'orbite de Mercure n'était pas prévisible par la mécanique de Newton, puis on comprenait pas pourquoi. Mm-hmm. Puis ce qui arrivait, c'est que le Mercure était tellement proche du Soleil qu'elle subissait des influences gravitationnelles assez fortes pour que les phénomènes relativistes d'Einstein interfèrent dans nos prévisions. Mm-hmm. Puis quand on a eu la relativité d'Einstein, on a été capable de
prédire avec beaucoup de précision l'orbite de Mercure en tenant compte du champ gravitationnel du Soleil, etc. Ouais. Puis justement, tu sais, tellement qu'il était solide la théorie de Newton, il y a même des gens qui ont réussi à prouver l'existence d'une autre planète qu'ils appelaient Vulcain. Donc, c'était une théorie ad hoc qu'on appelle, tu sais, pour prouver Mercure, ils ont trouvé une nouvelle planète, entre parenthèses, qui, avec cette existence de cette planète-là, ben, la trajectoire de Mercure pouvait se définir. Donc, dans le fond, maintenant, Mercure fonctionnait, la trajectoire de Mercure fonctionnait avec cette nouvelle planète-là. Exactement. C'est à quel point est forte la théorie pour qu'on arrive à trouver des théories qui n'existent pas, à prouver des théories qui n'existent pas pour venir justifier. Ouais, exact. Puis là, ça m'amène... on peut peut-être utiliser ça pour faire une transition dans les idées falsificationnistes de Popper. Okay. Parfait. Dans le fond, Popper, si je me trompe pas, lui, c'était un philosophe théorie des sciences aussi, sur les sciences. Ouais, entre autres. Il a fait plusieurs choses, j'imagine, comme toute cette gang. Surtout la philosophie des sciences. Surtout de l'épistémologie puis la philosophie des sciences. OK. Puis lui, est-ce qu'il était... Lui, c'était pas une personne du positivisme logique en tant que tel? Non, lui était à Vienne. C'est un Viennois. Puis il était au courant des positivistes logiques, il les connaissait. Lui, ce qui l'a motivé, c'est qu'il se demandait comment ça que les marxistes puis les freudiens ont toujours raison. Pourquoi est-ce que peu importe ce qu'on leur dit, ils trouvent une façon de l'expliquer? Ouais. Puis là, il s'est rendu compte que, en fait, selon lui, une théorie scientifique n'est valide que si elle peut être réfutée. Et que le problème avec le freudisme ou le marxisme, selon lui, c'est que aucun propos ne peut être réfuté dans leur théorie parce qu'ils peuvent toujours trouver une explication. Par exemple, le freudiste va toujours dire « Ah, mais c'est parce que tel état psychologique était là. » Puis, au final, ils avaient la prétention de tout expliquer et rien ne pouvait réfuter leur théorie. Ouais. Mais ça, c'est justement le principe de l'argument irréfutable. Dans le fond, dès que ton argument est irréfutable, donc si tu n'as aucune manière de faire en sorte que ton argument ne peut pas être valide, ben c'est pas scientifique. Selon Popper. Il va appeler ça la pseudo-science. La pseudo-science. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est largement accepté que c'est tout ce qui n'a pas d'argument... Ouais. S'il n'y a aucun état du monde qui peut falsifier ton propos... on va difficilement accepter ça comme un propos scientifique. Puis j'ai un exemple justement par rapport à ça, parce que c'est un type de comportement qu'on voit souvent chez les personnes qui sont très complotistes. OK. Donc, par exemple, tu vas dire... tu sais, par exemple, le monde de la Terre plate, par exemple. Rien contre ces gens-là, mais c'est juste que c'est quelque chose qui revient souvent quand il y a des débats entre des scientifiques puis eux. Ben, c'est jamais possible de réfuter quelque chose parce qu'ils peuvent tout le temps venir dire un argument. Ah, mais ces données-là sont faussées, c'est un complot. Ah, mais ces données-là sont faussées. Puis là, si tu leur demandes quel est le genre de preuve que je pourrais t'amener qui te convaincrait? Qu'est-ce qui pourrait te convaincre? Mais souvent, il n'y a rien. Mais là, dans ce cas-là, tu te dis, ben, c'est peut-être... Popper, il a vu ça exactement, ce genre de phénomène-là, dans le marxisme et le freudisme. Okay. Parce que lui, Freud, il a fait beaucoup de ses recherches à Vienne. Il était un peu plus... en fait, pas mal plus vieux que Popper. Donc, Freud, à l'époque, Popper, c'est dans les années 20, années 30. Il faut comprendre que c'est comme Freud, ça a une influence énorme sur la pensée. Donc lui, assez jeune, il se dit, il y a quelque chose qui cloche. C'est qu'on n'est jamais capable de les réfuter, ces gars-là. Puis, selon lui, ça, c'est le critère de pourquoi c'est pas scientifique du freudisme. Puis là, il va écrire un livre qui a été comme une révolution dans la philosophie des sciences, où est-ce qu'il va exposer ses idées falsificationnistes, justement. Il va dire, une théorie scientifique, c'est une théorie qui admet des falsifications, qui admet que telle expérience, tel résultat, telle observation serait une falsification légitime de ma théorie. Et si une théorie admet ce genre de preuves falsificationnistes, alors elle est scientifique. Okay. Et elle est d'autant plus importante, d'autant plus scientifique lorsqu'elle est capable d'être falsifiée de plusieurs façons. Okay.
le plus qu'une théorie a d'observations qui pourraient potentiellement la falsifier, le plus elle dit beaucoup sur le monde, selon Popper. Et c'est une idée que je pense qui est facile à accepter. C'est quand même... il renverse le point de vue du positivisme logique, mais ça a beaucoup de sens. Le plus qu'une théorie est capable d'être falsifiée, en réalité, c'est parce qu'elle dit beaucoup de choses sur le monde. Puis si on trouve pas de falsification, c'est parce que la théorie explique beaucoup de phénomènes correctement. Ouais, ok. Mais là, on parle de façon générale, puis je comprends le concept, mais si on avait un exemple, par exemple, d'une théorie, puis de quelque chose qui pourrait... d'un argument qui pourrait falsifier cette théorie-là, ce serait quoi, par exemple? Ok. Reprenons l'exemple de Mercure. Ok. Mercure devrait falsifier la théorie de Newton. Ouais. Ok? Ouais. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que on construit des arguments, comme tu disais tantôt, ad hoc. Ouais. Pour sauver la théorie. Okay? Popper va pas être intransigeant sur ce genre de sauvetage de théorie. Il va comprendre que parfois quelque chose qui pourrait falsifier la théorie, en réalité ne la falsifie pas. Mais il va vouloir que les hypothèses ad hoc ne viennent pas ne soient pas faites sur mesure pour sauver une proposition. Okay? Mais là, c'est pas toujours clair qu'est-ce qu'il veut dire. Pourquoi l'exemple de Mercure n'était pas suffisant pour falsifier la théorie de Newton? C'est pas très clair. C'est pas très clair quand est-ce qu'on aurait accepté. Ok, Newton ça marche pas parce que Mercure ça marche pas. Ouais. Okay. Mais tu sais aussi c'est facile quand ça rentre dans le monde physique dans lequel on est. Mais on voit Mercure, mais si c'est le seul élément qui fonctionne pas, on peut quand même se dire bon ben la probabilité que ça fonctionne sur 99,99% du reste, ben la probabilité que ça fonctionne vraiment, ben elle est là quand même, tu sais. Fait que... Exact, mais c'est pour ça qu'il va permettre certaines hypothèses ad hoc, mais il va être très restrictif sur qu'est-ce qui est une hypothèse ad hoc correcte. OK, mais cette partie-là de sa pensée, je l'ai moins bien compris. Puis il faut comprendre aussi que le livre où il a exposé son falsificationnisme, il l'a écrit assez jeune. Je pense qu'il avait même pas 30 ans. Il avait 4 ans? Ok, ouais. Non. Non, c'est ça. Mais il l'a écrit assez jeune. Il avait peut-être 28 ans, quelque chose comme ça. Puis sa pensée a beaucoup évolué. Après, puis il a beaucoup été critiqué. Puis ses idées ont beaucoup été amendées, modifiées par ses successeurs, puis lui aussi il a changé de position, etc. Donc mais si je me trompe pas, Popper a amené quand même aujourd'hui le monde, mettons le consensus scientifique sur quelle est la théorie ou quelle est la philosophie à utiliser ou à aborder pour faire les études puis pour faire des théories, c'est plus celle de Popper ou c'est plus mitigé? C'est dur à dire, parce que c'est dur de dire qu'est-ce que comme les scientifiques croient vraiment. Ouais. Parce que si je regarde les sceptiques en général, ils parlent souvent de Popper. Ouais. Si je regarde les sceptiques, mais je me disais peut-être que c'est mon petit echo chamber à moi, que juste ces gens-là, les gens que j'ai plus tendance à aller écouter vont être plus portés à penser comme Popper. Mais c'est indéniable que son influence est quand même importante aujourd'hui. Okay. Les idées de falsification sont quand même très intéressantes. Mais peut-être que ça peut... peut-être que ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qui a émergé après Popper pour comprendre un peu comment le positivisme logique s'est transformé. Donc Popper, au début, était à Vienne. Il a émigré à Londres suite à l'exode des intellectuels à cause du régime nazi. Ouais. Puis là, à Londres, il a comme établi une école qui était le falsificationnisme, comme une école de pensée. Okay. Puis il a eu beaucoup de successeurs. Okay? Donc, il était à la London School of Economics, qui est encore une université réputée aujourd'hui. Puis là, il y a eu une énorme influence sur le monde anglo-saxon en général et tout.
Puis là, on a commencé à comprendre, par exemple, ton exemple de l'eau qui bouille. Est-ce que si je bouille de l'eau à 97 dans mon salon ou dans ma cuisine, est-ce que je viens de falsifier la théorie qui dit que l'eau bouille à 100 degrés Celsius? Juste pour faire un commentaire, on s'en parlait tantôt hors... Ah, ouais, désolé. hors d'onde, en parenthèse, mais ouais, on s'en parlait tantôt. Que dans le fond, je disais que si par exemple, j'arrivais à faire bouillir de l'eau chez nous à 97 degrés, ben ça voulait pas dire que je venais de falsifier toute la théorie sur laquelle l'eau bouille à 100 degrés. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, plein de variables qui pourraient expliquer pourquoi moi, mon eau a bouilli à 97 degrés. T'sais. Ouais. Ok, désolé, j'avais oublié que c'était pas on record qu'on avait parlé de ça. Mais quelqu'un comme Lakatosh, qui est un étudiant de Popper... Peux-tu répéter son nom? Lakatosh. Ok. Qui est un Hongrois. Ok. Lui, c'est un étudiant de Popper qui en est venu à critiquer sévèrement Popper, mais en reprenant, il a quand même repris les notions falsificationnistes, mais il les a comme retravaillées, il les a améliorées un peu. Lui va dire, le problème avec le falsificationnisme, c'est que, par exemple, l'eau bouille à 97 degrés. Ouais. Là, on serait... Personne de rationnel, personne de raisonnable, selon lui, viendrait utiliser ça comme une falsification de la théorie, comme quoi l'eau bout à 100 degrés. Mais pourquoi, en fait? Puis là, il va dire, mais il est toujours possible de dire, ah, mais ce sont les instruments qui ont fait défaut. Ah, peut-être que les conditions atmosphériques, comme la pression de l'air, n'étaient pas celles prescrites par la théorie. Ouais, parce qu'en fait, l'eau bouille à 100 degrés à une certaine pression. Exactement. Ouais. Peut-être que c'était pas de l'eau pure. Ouais. Peut-être que l'eau était contaminée. Mais là, OK, on pourrait tester chacune de ces hypothèses-là. On pourrait, OK, peut-être, est-ce que mon instrument est bon? Est-ce que l'eau est pure? Mais là, pour faire ça, il va falloir faire des nouvelles conjectures, puis des nouvelles expériences. Puis là, il se rend compte que d'un point de vue strictement logique, il n'y a aucun point où est-ce qu'on peut dire « Ah, mais ça, c'est suffisant pour rejeter la théorie. Mm-hmm. » Donc, il y a comme un problème avec le falsificationnisme, selon lui. Ouais. Popper va dire « Il suffit que les scientifiques soient de bonne foi. » Que les scientifiques... selon Popper, le bon scientifique cherche à émettre des hypothèses puis les réfuter le plus fortement possible. Mm-hmm. Okay. En pratique, il est assez douteux que c'est comme ça que les scientifiques travaillent. Ouais. Donc ça, ce serait, pour revenir au terme que j'ai employé plus tôt, ce serait un exemple de théorie en philosophie des sciences qui est normative. Donc Popper dit que c'est comme ça que les scientifiques devraient opérer. Ouais. Mais ça, c'est aussi très flou là, à dire comme ça que qu'ils devraient opérer, mais en même temps, ces scientifiques-là, ils ont leur propre billet. Là. S'ils sont prêts à prouver une théorie, quels sont les efforts qu'ils prennent pour réfuter cette théorie-là? Ouais, c'est ça. Mais Lakatosh, je vais dire, ça n'a pas vraiment de sens. Il y a pas... Comment un scientifique fait ça? Comment est-ce qu'on juge qu'il a essayé... Il était de bonne foi puis qu'il a réellement essayé de réfuter sa théorie? Tandis qu'on sait que si on regarde l'histoire des sciences, puis Lakatosh, c'était un historien des sciences, quand on regarde l'histoire des sciences, on voit que des scientifiques ont agi de façon anti-scientifique, entre guillemets, dans l'histoire. Ils ont gardé des théories qui n'étaient pas rationnelles de garder parce qu'ils croyaient fermement qu'ils avaient raison. Mais oui. Ouais, ils ont réussi, puis on peut appeler ça peut-être du génie scientifique, ils ont réussi à, malgré les contradictions apparentes, ils ont réussi à montrer que leur théorie, en fait, tenait la route. Ouais. Puis c'est plutôt comme ça que les scientifiques évoluent que le falsificationniste à la Popper. Ouais, parce que dans le fond, c'est bon que tu amènes cette nuance-là, parce que Popper a amené cette conception-là de comment, mettons, la science, comment il voyait la science, puis comment on pourrait démontrer... en fait, c'est un peu normatif, là, comme tu dis, que c'est les scientifiques devraient fonctionner de cette manière-là pour que la science soit le plus près de la vérité possible, maintenant. Exact. Mais par contre, même si... Puis moi, je trouve que ça semble très rationnel de penser de même, mais c'est pas comme ça que la science a évolué. T'sais. Non.
C'est quand même pas de même que... Popper, c'est pas un historien. Mm-hmm. Popper, c'est un philosophe dans le sens le plus pur du terme. Il s'intéresse beaucoup à la philosophie, aux idées. Ouais. Puis la science, pour lui, c'est comme... la philosophie des sciences, c'est juste une branche de la philosophie qui essaie d'expliquer c'est quoi de la bonne science. Tandis que Lakatos, lui, c'est un historien. Puis lui, il voit que, OK, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, comment est-ce qu'on pourrait avoir une théorie de c'est quoi la science qui décrit mieux qu'est-ce qui se passe, puis comment est-ce qu'on peut inciter les scientifiques à bien faire de la théorie. Wow. Okay. Parce que il va soulever... Ça devient quasiment genre de la sensibilisation rendu là. Ben pas de la sensibilisation, mais de la... Ouais. C'est dès que tu essaies d'inciter des gens à faire quelque chose, donc c'est... Ouais, parce que lui va juger le problème que Popper... Le problème auquel Popper s'est attaqué, qui était ce qu'on appelait le critère de démarcation, qui était qu'est-ce qui différencie une science d'une pseudoscience. Donc Popper va dire c'est le fait qu'elle peut être falsifiée. Mm-hmm. Lakatos, lui, va dire c'est très très important qu'on comprenne c'est quoi une bonne démarcation entre science et non-science, parce que dans les années 60, période à laquelle Lakatos écrit, il y a tellement d'argent, de fonds publics qui sont investis dans la recherche qui se dit il faut s'assurer qu'on investisse dans de la vraie science. Mm-hmm. C'est pas juste un objectif purement philosophique ou purement rationnel de on recherche la vérité. Il dit non, c'est pour des raisons pragmatiques aussi. Il faut trouver une façon de démiliter ce qui est de la bonne science de ce qui est de la pseudoscience. Ouais, ok. Donc lui, lui, c'est quoi qu'il a apporté de plus? C'est la délimitation entre la démarcation, qu'est-ce qu'il a apporté à cette démarcation? Okay. Lui, il a introduit une notion qui est très intéressante, puis je dirais que ça répond à ta question de plutôt de est-ce que les scientifiques sont encore falsificationnistes, des choses comme ça. Mm-hmm. Lui, il a apporté le concept de programme de recherche. Okay. Donc, il va dire, grosso modo, une théorie scientifique, en réalité, on doit l'appréhender plutôt du point de vue d'un programme de recherche. Donc, c'est quoi un programme de recherche? Un programme de recherche contient un noyau dur de propositions qu'on ne veut pas rejeter, même s'il y a des falsifications apparentes. Puis autour, on a des espèces de conjectures qui sont des tests qu'on veut mener pour articuler la théorie puis développer le programme de recherche. Okay. Quand on a des contradictions ou des falsifications qui apparaissent, on ne rejette pas la théorie. Puis en pratique, c'est un peu comme ça qu'on fait. On ne rejette pas tout de suite la théorie, on essaie de comprendre pourquoi notre théorie ne prédit pas bien un certain phénomène. Mm-hmm. Puis là, il va dire qu'un programme de recherche, j'ai oublié le terme qu'il utilise, mais est en train d'évoluer ou est en train de progresser. Ou il va parler de progression. Lorsque notre programme de recherche nous donne plein d'expériences à tester puis plein d'hypothèses à vérifier. Okay. Quand il y a trop de contradictions qui s'accumulent, il va dire que le programme est en dégénérescence puis qu'on doit changer, on doit trouver une façon on doit arrêter de financer ce programme de recherche-là puis trouver une solution alternative. Okay. Donc, c'est un point de vue plus pragmatique. Okay. Ben, je pense que c'est une bonne chose, justement, quand tu disais... quand je disais c'est rendu là, c'est presque de la sensibilisation. Mm-hmm. En fait, ce que je voulais plus dire, c'est que quand tu expliquais le positivisme logique, puis quand tu expliquais le falsificationnisme. Ce mot-là. Ouais. J'ai de la misère à le dire, mais quand tu expliquais ces deux-là, j'avais l'impression que, justement, c'était quelque chose qui était très... un peu éloigné de genre juste essayer d'étudier quelle serait la meilleure façon, mais sans vraiment faire d'implication pragmatique. Tandis que lui, il a vraiment pris la route de vraiment, changer les choses, entre guillemets, de vraiment... Pas juste changer une manière de penser, mais de changer comment les choses fonctionnent. C'est ça. Il y a quand même une grosse distinction entre ce que lui a fait puis les positivistes logiques. Ouais, oui, ça. Exact. Justement, l'école de philosophie des sciences qui s'est développée autour de Popper à Londres, les plus grands penseurs ou comme les gens les gens auxquels on pense quand
on pense à la philosophie des sciences de cette époque-là, ce sont tous des historiens. Eux, ils voient le positivisme logique, ils voient le falsificationnisme, puis là, eux, ils font leur recherche historique, puis ils se rendent compte, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Donc, on va essayer d'expliquer plutôt qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui devrait s'améliorer dans nos façons de faire, plutôt que d'ériger une théorie purement abstraite, logique, froide, distancée de la réalité, comme les positivistes logiques l'ont fait. Ouais. Tu sais, les positivistes logiques, ils se battent sur des définitions très pointues, des termes logiques. Ça, c'est pas une bonne définition, ci et ça. C'est très déconnecté, c'est très froid. Tandis que l'école de pensée qui s'est développée autour de Popper est comme revenu mettre du réel un peu là-dedans. Est revenu parler de choses plus concrètes. OK. C'est cool. Moi, ça me parle. Ouais. Ça me parle plus quand c'est concret. Que... Pour revenir au positivisme logique, ils ont dégagé beaucoup de choses importantes. Ouais. Puis c'est intéressant de voir comment ça a évolué jusqu'aux années 60, 70, où est-ce qu'il y a eu des débats célèbres, entre guillemets, célèbres dans le monde académique ou intellectuel, de philosophie des sciences, issus de tous les développements du positivisme logique, de Popper, etc. Puis, honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est fait en philosophie des sciences depuis les années 70. J'ai l'intuition que beaucoup de philosophes des sciences ont pris une approche historique, sociologique des sciences, où ils essaient juste de comprendre que font les scientifiques en réalité. Ils essaient pas de dire un scientifique devrait faire ci, ça. Ils essaient juste de comprendre. Ça a des choses positives. Ça a amené une nouvelle façon d'approcher la science, d'aller regarder les scientifiques dans leur laboratoire, d'aller faire des études sur le terrain, etc. Mais ça a aussi amené, selon moi, une justification qui n'a pas sa place, surtout en sciences humaines, où on relativise tout en disant mais il n'y a rien qui est vraiment vrai, puis on peut faire un peu ce qu'on veut parce que regardez, les scientifiques dans le passé ils faisaient ce qu'ils voulaient puis ça a marché, puis moi ma théorie tu sais c'est juste contingent sur la société puis l'histoire, puis il n'y aura jamais de façon d'accéder à la vérité, tout est relatif, etc. Si on passe, peux-tu préciser un peu plus sur, parce que tu dis surtout dans les sciences humaines, donc dans le fond le monde sont beaucoup plus relativistes, c'est ça que tu veux dire? Ok. Mais c'est... Ouais. Puis pour quelle raison tu penses que c'est plus comme ça? Est-ce que c'est parce que c'est dur d'avoir accès à des échantillons ou c'est... Ben c'est parce que je pense que un des angles morts de la position positiviste logique, c'est qu'ils comprenaient très mal les sciences humaines en fait. C'est très difficile de dégager cette espèce d'analyse purement logique qu'on a fait plus tôt dans une science humaine. Parce que la science humaine, elle fonctionne beaucoup moins bien en termes d'axiome et tout. Ouais. Puis là, on pourrait se questionner à pourquoi. Les positivistes logiques, eux, vont dire non, les sciences humaines, c'est juste des sciences naturelles moins précises, mais c'est la même chose, notre théorie s'applique, on fait juste transférer ça, puis etc. Ils se posent pas des questions plus fondamentales aux sciences humaines. Donc, ils avaient un angle mort sur ce que c'était des bonnes sciences humaines. Beaucoup des sciences humaines ont essayé de prendre une tournure plus à la science naturelle ou à la science physique, d'essayer de quantifier les trucs, d'avoir des expériences, d'être plus objectif, entre guillemets. Tandis qu'avant, dans les sciences humaines, c'était beaucoup plus le penseur dans son salon, qui écrit un livre, puis qui réfléchit. Au 20e siècle, on a commencé à systématiser les sciences humaines, à faire des expériences en psychologie, en économie, par exemple, en sociologie. Puis ça, c'est, selon moi, un héritage du positivisme logique. Okay. Les sciences humaines cherchaient un gage de preuves empiriques. Ouais, c'est ça. Ils cherchaient à être légitimisés par l'idée dominante de l'époque, qui était le positivisme logique. Là, les relativistes historiques, si on veut, à la Lakatos ou à la Kuhn, que j'ai pas mentionné plus tôt, on pourra en parler si tu veux par après, ils ont vu dans ces idées-là une façon de comme s'émanciper de leurs contraintes
beaucoup trop rigoureuses pour eux. Les sciences humaines ne pourront jamais, selon moi, utiliser la même structure que la science physique, par exemple. Ouais, puis tu sais, quand on y pense, c'est sûr, ça semble un peu évident parce que les humains, c'est quelque chose tout le temps en évolution. Chaque humain est totalement différent l'un de l'autre, tout ça. Mais c'est quoi qui fait en sorte que justement c'est si dur d'avoir un constat simple ou un constat là, radical, mettons, sur quelque chose pourquoi on peut pas agir de la même manière en naturel, en sciences naturelles puis sciences humaines? Ben, c'est une très bonne question qui est très difficile à répondre. Ouais. Selon moi, selon moi, il y a deux choses que je pourrais dire là-dessus. Premièrement, si on pense à l'économie, par exemple. Les théories économiques, aujourd'hui, ont beaucoup, beaucoup de place dans notre société. Les politiciens vont constamment utiliser l'économie pour justifier leurs décisions. Ils vont constamment demander à des experts en économie leur opinion sur leur politique, etc. L'économie qui prétend être une explication objective de comportement humain, elle va venir influencer directement le comportement humain. Okay? Par exemple, aujourd'hui, tout le monde a des notions de base de rationalité économique. Okay? On va comprendre qu'il est rationnel d'économiser de l'argent parce qu'on va gagner de l'intérêt pour plus tard, par exemple. Il est rationnel d'acheter un bien qui est moins cher parce que par rapport au même bien qui est plus cher dans un autre magasin. Des choses comme ça. Puis par rapport à comment toi tu gagnes. Exactement. Exact. Puis c'est beaucoup de ces comportements-là, okay, selon par exemple Max Weber ou des sociologues qui se sont intéressés à l'économie, selon eux, beaucoup de ces comportements-là sont issus d'un conditionnement qui vient du fait qu'on a étudié l'économie. Je sais pas si c'est clair. Donc, la théorie vient influencer elle-même son sujet. Ouais, absolument. C'est comme un feedback the Tinkerbell effect, ou self-fulfilling prophecy. Genre? Exactement. Exactement. C'est vraiment du self-fulfilling prophecy. C'est de dire, par exemple, que s'il y a trop d'inflation, ça va comme détruire l'économie, mais là, ça peut venir impacter les décisions des gens, puis leur façon d'agir peut créer de l'inflation. Ouais, puis c'est un peu le même... à la bourse, tu vois tout le temps ça. Quand, par exemple, il y a quelque chose qui arrive, puis là, tous les journaux sortent que, un exemple comme ça, Netflix va crasher demain. Ouais. Ben, ça donne pas mal l'intention à tout le monde de vendre justement ses actions. Puis une fois que ça se met à baisser... Ben, ça commence à baisser, fait que là, c'est... Exact. Donc, il y a comme un phénomène psychologique dans cet exemple-là qui, d'un point de vue purement théorique, ne devrait pas arriver. Parce que, d'un point de vue théorique, les agents sont capables d'évaluer objectivement c'est quoi la vraie valeur de Netflix. Tu comprends? C'est ça. Puis là, j'avais vu aussi justement quelqu'un qui disait qu'une des grosses erreurs en économie, ou la manière qu'on voit en philosophie de l'économie, ou je sais pas, là, mais c'est que, justement, un peu comme c'est que ils prennent en compte que les gens sont capables de faire toujours des choix rationnels, ou vont prendre nécessairement le choix rationnel. Ils sont capables de calculer à quel point les gens font le choix rationnel ou non, mais comme ça rentre comme... C'est dur à prédire, là. T'sais. Exactement. Donc, il y a ce phénomène-là qui est l'influence même de développer une théorie sur les agents, qui vont eux-mêmes penser que la théorie, c'est la bonne façon d'agir, entre guillemets, qui vont ça va venir modifier leur comportement. Donc, tandis qu'en physique, dire que si je laisse tomber mon verre, le verre va tomber à terre, ça changera pas le comportement du verre, parce que le verre n'a pas de comportement, c'est juste un objet. Je pense que ça, c'est un des problèmes avec les sciences humaines. Puis c'est intéressant que tu apportes l'idée de rationalité en économie, par exemple, parce que il y a beaucoup de théories en économie, ou même on s'était parlé de la théorie de la décision dans un autre épisode, qui est beaucoup utilisée en économie, qui étudie c'est quoi la théorie mathématique des choix rationnels, entre guillemets. Il y a beaucoup de développement actuel dans ces théories-là qui cherchent à trouver des critères objectifs de rationalité qui expliquent mieux les comportements humains. Qui cherchent à un peu ramollir, entre guillemets, leur notion de rationalité dans la théorie.
Ok. Je sais pas si... Ouais. Ils essaient de comprendre, OK... D'être plus flexible. Exactement. Ouais. D'avoir des critères plus flexibles qui expliquent mieux les comportements humains. Parce que il y a beaucoup d'expériences qui montrent que les humains n'agissent pas 100% comme ils devraient dans tous les cas. Puis ça va de soi. Mais oui, ça va de soi. Puis en plus, c'est tellement du common sense, me semble que... Ben, je dis ça, là, mais me semble, moi, j'ai tellement l'impression que la majorité des choix que le monde prenne, c'est pas pour le meilleur, là, habituellement. Ouais, mais même en sachant que c'est mauvais pour moi d'aller manger un Big Mac, mais le jour que j'ai envie de prendre un Big Mac... Ouais, mais c'est ça. Mais là, tu sais, un peu rationnel, un peu... si on veut quelqu'un qui voit une rationalité pure dans ta décision, dirait... Ah, c'est parce que tu juges que le plaisir que va t'apporter le Big Mac va être plus élevé que le détriment à ta santé, puis là, t'es capable de juger ça objectivement puis de prendre une décision éclairée. Ouais. Tandis qu'en J'adhère réalité... pas vraiment cette... Non, mais c'est ça. Cette manière de penser, mais ça pourrait être déconstruit comme ça. Mais j'ai l'impression qu'on se retrouve justement à des idées qui comme ne se falsifient jamais. Genre. C'est comme, mais c'est parce qu'il y avait quelque chose de plus positif qui l'a poussé à le faire. Ben c'est ça, mais ça revient un peu avec l'idée de l'argument irréfutable aussi. Exactement. Là. Tu dis, mais si tu peux tout rationaliser à un moment donné, exact, c'est ça, il y a un problème. Puis, c'est une petite anecdote que je trouve assez cocasse. En 2017 ou 2018, le prix Nobel d'économie, qui soit dit en passant est entre guillemets un faux prix Nobel là, qui a été ajouté plus tard dans les prix Nobel. Ouais, parce que Nobel n'aimait pas les économistes. Je pense parce que l'économie c'était pas vraiment une science à part. C'était que Nobel aimait pas les mathématiciens, c'est ça. Ah non, ça c'est vrai, ok, ça. Mais ils ont ajouté, il y a beaucoup de personnes qui vont dire que le prix Nobel d'économie a été ajouté pour légitimer l'économie, pour mieux contrôler la société par des arguments économiques, par exemple. Bref. C'est un peu une théorie du complot. Ouais, genre. Ok. Le prix Nobel d'économie, en 2017, si je me trompe pas, a été donné à Richard Taylor, puis quelqu'un d'autre, ou peut-être juste Richard Taylor, je me souviens plus. Richard Taylor, il fait ce qu'on appelle de l'économie behaviorale. Donc, Richard Taylor... je connais pas tout ce qu'il a fait. J'ai un de ses livres chez moi qui s'appelle Nudge, qui est un livre jaune là, qui a comme best-seller puis qui est super connu si vous regardez sur Internet. Je pense que je sais c'est quoi le concept du nudge, mais est-ce qu'ils utilisent par exemple c'est ce qu'ils vont c'est les petits incentives qui vont être utilisés pour te pousser vers un petit peu plus vers une décision qu'un autre qui est jugé plus rationnel. Donc c'est ça, grosso modo. Comment est-ce qu'un État peut favoriser des décisions rationnelles sans les forcer aux gens? C'est un peu ça son livre. Il a gagné un prix Nobel. Je veux pas dénigrer son travail ou rien, mais selon moi, c'est vraiment trivial ce qu'il dit. Il dit, dans le fond, les gens sont pas rationnels, ils ont des biais psychologiques. Puis c'est intéressant de essayer de les répertorier, de faire des expériences pour les analyser, mais selon moi, il a rien fait de révolutionnaire, vraiment. Puis c'est comme il est venu dire de quoi qui devrait aller de soi. L'économie aurait dû considérer ça depuis le début, selon moi. Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire. C'est tellement évident. Puis là, quand j'ai vu c'est sorti quand, par exemple, ça? Mettons, ça fait combien de temps que c'est sorti? Dans les 10 dernières années. Là. Ok. Il a gagné un prix Nobel il y a 2 ans. Là. Ok, fait que dans le fond, toi, ta perception là-dessus, si je me trompe pas, c'est que c'est quelque chose qui aurait dû être su dans le contexte d'économie bien avant il y a 10 ans. T'sais. Ben, c'est quelque chose qui avait comme été oublié. Les premiers économistes, ils étaient pas... ils essaient pas de développer une théorie mathématique rigoureuse où est-ce que tout le monde est rationnel. C'était pas ça le but, c'était juste de comprendre des phénomènes sociaux. T'sais. Puis la théorie économique, selon moi, a cherché à se mathématiser sous l'influence d'idées comme le positivisme logique et tout. C'est qu'une bonne théorie devrait avoir une structure logique, être formelle, autant en sciences humaines qu'en sciences naturelles.
puis on devrait être capable de mener des expériences empiriques, puis de confirmer et réfuter à partir de ça. Mm-hmm. Mais selon moi, les sciences humaines se prêtent moins bien à ce jeu-là. Okay. L'économie, c'en est l'exemple le plus flagrant. Juste un petit disclaimer. Moi, j'ai fait une maîtrise en économie, donc j'ai quand même étudié l'économie pendant un certain temps. Ouais. Selon moi, il y a beaucoup de choses qui sont louches. Il y a beaucoup d'idées que j'adhère pas à 100%, que je trouve il manque quelque chose. Puis souvent, ce sont les idées mathématisées. Puis moi, j'aime beaucoup les maths, puis on penserait que voir des maths en sciences humaines, ça me réjouirait, puis que je pourrais voir, finalement, on sait comment faire des sciences humaines, on utilise les bons outils mathématiques. Mais je sais pas, je vois une faiblesse dans la mathématisation extrême de l'économie. Mm-hmm. Puis c'est drôle qu'il y a comme un retournement de situation, un revirement de situation où on donne un prix Nobel à Richard Taylor parce qu'il est venu faiblir les idées rationalistes de l'économie en disant mais peut-être que les gens n'agissent pas toujours comme ça. Bon, c'est une petite parenthèse. Donc ça, ce serait un exemple de l'héritage du positivisme logique, comment c'est venu influencer nos conceptions du monde, etc. etc. Ok, c'est good. Ben, avant de conclure, là, je sais pas combien de temps ça... Bon, ça peut être suffisant, je pense. Ok. Parce que... Considérant aussi qu'il y a la partie 1. Non, mais là, il faudrait changer l'écran pour qu'on voit, mais on pourra pas. Mais parfait, y a-tu quelque chose que tu voulais... un sujet que tu voulais vraiment aborder avant la fin? Quelque chose que tu voulais apporter? Tantôt, tu parlais de... je me rappelle plus de son nom, mais celui l'étudiant de Popper. Il y a Lakatos et Kuhn. Ouais, puis Kuhn... Kuhn, tu voulais parler de lui un peu... Ouais, on peut en parler rapidement. C'est peut-être le plus célèbre. Ok. Lui, il a introduit... Ça ressemble... Non. Il y a des idées qui sont proches de celles de Lakatos, mais c'est pas tout à fait la même chose. Kuhn, il va dire que les scientifiques travaillent dans un paradigme. Donc, il a introduit en philosophie des sciences la notion de paradigme, qui est une collection ou un ensemble de règles, de définitions, une vision du monde, si on veut, que les scientifiques doivent accepter avec une foi aveugle. Okay? Ils doivent accepter une vision du monde pour commencer à travailler. Il va appeler ça le paradigme, puis il va dire que le travail d'un scientifique, c'est de résoudre ce qu'il appelle des puzzles, okay? Dans le paradigme. Donc, il y a des puzzles à résoudre. Si le scientifique n'arrive pas à résoudre les puzzles, c'est pas parce qu'il va pas rejeter le paradigme, on va dire que c'est parce que le scientifique est mauvais. Okay? Puis selon lui, c'est comme ça que la science opère. Il appelle ça la science normale, où est-ce qu'une conception du monde est acceptée comme telle, comme par exemple la mécanique de Newton. Puis les scientifiques, ils essaient d'articuler la théorie puis de résoudre des problèmes techniques dans la théorie, sans jamais remettre en question la théorie fondamentale. Ouais, ok. Puis il va parler de paradigm shift, ou de révolution de paradigme, quand la théorie va être en crise, quand on va manquer de puzzles à résoudre, puis les puzzles qui nous restent, on n'est pas capable de les résoudre. On va parler de crise, puis là, une nouvelle conception du monde va émerger, qui va devenir le nouveau paradigme. Puis là, les scientifiques vont retourner à la science qu'ils appellent normale, qui est de ne pas questionner le paradigme et de seulement travailler sur des puzzles techniques. Genre. C'est intéressant, ça. C'est très intéressant. Puis, Popper... Dans le fond, on fait juste changer de paradigme. On change de paradigme, souvent en parenthèse, mais dans le fond, à chaque fois qu'on est dans un nouveau paradigme, on le prend pour acquis. Ouais. Le scientifique doit le prendre pour acquis, sinon il peut pas travailler, selon Kuhn. Ok, fait que dans le fond, de ne pas être sceptique sur ton paradigme est nécessaire pour continuer dans ce paradigme-là jusqu'à temps qu'il soit en crise. Ouais. Pour changer de paradigme dans la suite. Puis c'est difficile de dire que si on est en crise ou non, selon lui. C'est dur à juger quand t'es dedans. Ouais, c'est quand t'es dedans, exact. Mais dès que t'es sorti puis qu'il y a une nouvelle conception, là, tu peux voir quand t'étais en crise, historiquement. Puis, l'idée, pourquoi ça va vraiment contre les idées de Popper, ils se sont beaucoup débattus sur l'idée que Kuhn appelle l'incommensurabilité. Okay?
qui veut dire grosso modo que deux paradigmes différents ne peuvent pas communiquer. Les concepts d'un paradigme ne peuvent pas être compris par ceux qui sont dans un autre paradigme, ce qui fait en sorte que on peut pas... quand notre vision du monde change, on ne peut pas communiquer avec quelqu'un qui a une autre vision du monde. Puis Popper va dire, ça c'est, si c'était vrai, c'est comme mortel pour les idées de Popper, parce que Popper va dire, le scientifique devrait être de bonne foi pour comprendre c'est quoi les lacunes de sa théorie, puis essayer de les exposer, puis ça implique en particulier qu'on soit capable de communiquer entre les paradigmes. Popper va dire que c'est pas vrai qu'on n'est pas capable de communiquer entre les paradigmes, même si les concepts sont différents, ou même si, par exemple, le concept de masse n'est pas le même dans la mécanique de Newton que dans la mécanique d'Einstein. Deux scientifiques de bonne foi devraient être capables, ça sera pas facile, mais ils devraient être capables de comprendre c'est quoi la masse dans les deux théories, puis pourquoi une est meilleure que l'autre, par exemple. Okay. Tandis que Kuhn va dire non, ça c'est pas possible. Puis, mais je trouve tellement que je sais que c'est vraiment ça s'applique à la science. Ouais. Mais ça fait tellement du sens comme quand tu me l'expliques. Ça s'applique même j'ai l'impression que ça pourrait même s'appliquer aux sciences humaines. Oui. Dans le sens, tu sais, surtout de la manière, surtout en épistémologie, tu sais, de la manière qu'on forme notre connaissance, puis la manière que les gens, tu sais, le manque de communication qu'il y a entre les personnes qui qui viennent de deux mondes totalement différents, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis qui pensent de façon totalement différente, mais que les deux sont sûrs de leurs convictions. Ouais, mais c'est un peu ça, parce que Kuhn, c'est un historien. Donc, dans son analyse historique des sciences, c'est ça qui se produit. Wow. Puis Kuhn a vraiment, justement, fait beaucoup de vagues. Il y a eu beaucoup d'influence dans les sciences humaines, dans les théories de la connaissance en sciences humaines. Parce que eux, ils voient là peut-être une justification de comment opérer en sciences humaines. Comment t'écris Kuhn? K-U-H-N. Thomas Kuhn. K-U-H-N. OK. Puis, il a écrit son livre, c'est The Structure of Scientific Revolutions, qui est un livre très, très, très célèbre en philosophie des sciences. Puis, The Structure of? Scientific Revolutions. Okay. C'est lui aussi qui a introduit le concept de Scientific Revolution. C'est fou. C'est de quelle année, ça? Dans les années... 65, je pense. 1960. OK, fait que c'est quand même récent, mais... Ouais. C'est comme un gros morceau... Aujourd'hui, je pense que les idées de Kuhn sont vraiment présentes. Wow. Je suis tellement down de lire sur Kuhn. Là. Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis son livre, il se lit très bien. Là. Autre que par moment, il va vraiment donner des faits historiques là, entre les scientifiques. Puis des fois, c'est pas toujours évident d'avoir un jugement critique parce qu'on connaît pas la théorie chimique du 19e siècle. Puis pourquoi on a changé pour d'autres idées. Là. Des fois, c'est compliqué si t'es pas historien. Ouais, puis c'est compliqué, surtout quand tu parles de paradigm shift, de te mettre dans le contexte, parce que théoriquement, il vivait dans un autre paradigme complètement. Exact. Donc. Puis, si je peux terminer, sur l'idée de science normale, ou le scientifique normal de Kuhn, qui est celui qui remet pas en question son paradigme, puis qui travaille juste à résoudre des casse-têtes. Popper, il va dire... Ça, c'est la vision la plus triste du scientifique que j'ai jamais vue. Il dit, le scientifique qui fait ça, c'est un scientifique qui ne réfléchit pas. Un scientifique devrait remettre toujours en question ses idées, devrait toujours apporter des nouvelles conjectures, des nouvelles façons de voir le monde, puis les tester, puis essayer de les réfuter. Ça, pour Popper, c'est le scientifique idéal. Puis il dit malheureusement, puis ça, il dit ça dans les années 60, ou même peut-être début 70, avec l'hyper-spécialisation qui est en train de se produire. Donc, Popper voit venir l'hyperspécialisation. C'est quoi le concept de l'hyperspécialisation? C'est quoi exactement? C'est que la science se déploie à un rythme tellement grand que pour être capable de faire de la recherche, on doit être hyper spécialisé, on doit connaître à la fine pointe une petite branche de la science. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir une vision globale parce qu'il y a juste trop de conceptions, il y a trop de sciences. On peut plus faire comme Socrate dans le temps qui avait une conception de l'univers, puis de l'humain, puis métaphysique qui englobait tout. Exact. Puis c'est...
aussi parce que il y a beaucoup d'exigences de production scientifique, donc il y a beaucoup d'exigences de publication scientifique. Pour avoir des fonds de recherche, il faut montrer qu'on est capable d'avoir des résultats. Donc, pour avoir souvent des résultats, on doit être hyper spécialisé. On peut pas se permettre de dire « Ah, regarde, donnez-moi 15 ans, là, puis je vais vous écrire un bon livre. » Aujourd'hui, c'est pas comme ça que la plupart des scientifiques opèrent. Ils doivent publier plusieurs fois par année, ou du moins au moins une fois par année. Puis Popper, il dit les scientifiques, ils vont être apportés à être de plus en plus comme les scientifiques normaux de Kuhn, à ne pas avoir le luxe d'être un vrai scientifique, d'être original, d'apporter des nouvelles idées. Puis pour lui, c'est comme un drame, puis il faut trouver une façon d'éviter ça. Puis, OK. Mais tandis que Kuhn va dire non, mais c'est comme ça que la science marche, puis c'est normal, puis c'est correct. Puis Popper, lui, c'est comme une atteinte à sa morale scientifique. Ouais. Mais c'est ça, il apporte beaucoup de... C'est un point très subjectif là, de dire que c'est triste. Oui. Mais en même temps, oui. C'est comme... Mais aussi, ça me fait penser à quelque chose que j'avais lu en analyse. C'est un concept qui disait que une analyse, c'est vraiment bon pour déconstruire quelque chose qui est arrivé. Mm-hmm. Mais ensuite de ça, de déconstruire quelque chose qui est arrivé, c'est vraiment bon, mais c'est pas bon pour reconstruire quelque chose, pour le... Je sais pas, mettons... la raison pourquoi je sors ça, c'est que dans... Kuhn, dans le fond, est quelqu'un qui a comme dématérialisé un peu ce qui est arrivé dans le passé, c'est un historien. Ouais. OK, donc, d'assumer que, parce que ça s'est passé comme ça dans le passé, d'assumer que c'est quelque chose qui est spécifiquement vrai, ou c'est quelque chose qui va toujours arriver, c'est quand même un gros statement, tu sais. Ouais. Je dis pas que c'est pas vrai, là, mais je dis quand même que c'est pas clair que le passé va nécessairement ressembler... que le futur va nécessairement ressembler au passé. Non, c'est ça. Ouais. Mais je savais pas si c'était c'était quelque chose qui était... Parce que tu me dis que t'as fait ta maîtrise en économie, fait que je me demandais si c'était un concept que les économistes utilisaient souvent ou que le monde en analyse utilise souvent, juste vraiment que on peut juste déconstruire quelque chose, mais on peut pas le reconstruire, par exemple. Ou c'est quelque chose qu'une personne a dit qui me restait en tête, mais qui est pas nécessairement... Mais, ok, c'est juste... J'ai de la difficulté à saisir qu'est-ce que tu veux dire par déconstruire. Par exemple, un exemple qu'on pourrait dire, c'est... tu sais, par exemple, moi, je fais du marketing dans la vie, puis ça m'arrive souvent, faut que j'analyse souvent quelque chose. Fait que, mettons, je me dis, OK, ben, si je travaille pour Netflix, puis je veux savoir c'est quoi la comédie romantique qui fonctionne le mieux. Mais là, je peux prendre, tu sais, c'est facile d'analyser qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui a fonctionné dans le temps. Ouais. Mais avec la donnée que je vais avoir, ça va être vraiment dur de construire un film qui va représenter vraiment ce que les gens ont aimé. T'sais. Ouais. Fait que c'est super facile à mettre des chiffres sur des choses, mais après ça, de construire quelque chose qui va arriver, comme qui va réarriver de la même façon qu'il est arrivé avant. Donc, c'est super, c'est beaucoup plus compliqué que de juste break down. Oui, mais ça, c'est... ça, je pense que c'est inhérent à juste la complexité des choses qu'on étudie. Donc, par exemple... comprendre pourquoi les gens aiment un certain film. Ok, peut-être ça, c'est pas l'exemple le plus compliqué, mais comprendre pourquoi il y a eu un crash boursier en 1929, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis on peut l'analyser, mais ça va être très difficile de déterminer que, causalement, que c'est ça et ça et ça qui ont créé cette situation-là qui a mené au crash. Donc, aujourd'hui, si on évite ces choses-là, on va éviter un crash boursier. Donc, c'est un peu ça l'idée de je pense que tu décris. Je pense que c'est juste dû à la complexité du phénomène en question, surtout en sciences humaines. Si on pense à l'économie, il y a une branche qui s'appelle l'économétrie, qui est dans le fond l'application de méthodes statistiques poussées sur des données économiques pour essayer de prévoir le futur. Puis, c'est cool. Puis, souvent, pendant un bout, le modèle, il va peut-être être capable de bien prévoir ce qui se passe, mais je sais pas, s'il y a un ouragan qui arrive et qui balaie les États-Unis au complet, tu vas pas me dire que ton modèle avait prévu ça. C'est comme... ton modèle vient d'être désuet, puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Ah oui, mais c'est pas grave, parce que
c'était une situation tellement imprévue. Donc, dans le fond, ton modèle, il prévoit les situations relativement prévisibles, entre guillemets. Okay. Je pense qu'il y a cette espèce de lacune-là dans les prévisions économiques. Tout marche jusqu'à temps que ça ne marche plus, en gros. Puis, il y a une branche de l'économie qui s'appelle... qu'ils essaient de trouver une façon de déterminer des liens causaux entre les phénomènes, qui s'appelle... puis ils ont développé une méthode qui s'appelle les variables instrumentales. En tout cas, je ne vais pas entrer dans les détails, mais eux prétendent être capables de déterminer des liens de causalité entre des phénomènes économiques. Bon, j'ai mes doutes. Je pense que c'est juste, comme tu dis, c'est facile d'analyser ce qui s'est passé, mais de prendre ces informations-là pour créer quelque chose ou pour comprendre le futur, si on était capable de faire ça, on pourrait jouer à Dieu, on comprendrait tout. Ouais, je comprends. Donc, je pense que tu as raison de dire que c'est un problème au fond de ce que c'est même de faire des sciences humaines, par exemple. Okay. Tandis qu'en sciences de la nature, on voit moins ça un peu. T'sais. Ben c'est ça, parce que dans sciences de la nature, il n'y a pas de... Il y a une certaine régularité. Puis même là... C'est qu'on prend pas le comportement... Parce qu'on comprend pas le comportement aussi bien qu'on comprend comment marchent les atomes, mettons. Non, exact. Parce que les atomes ne réagissent pas à ce qu'on leur fait. T'sais, les atomes ne font qu'être, ne font que suivre les forces qui sont... Exact. Ouais. Parce qu'on avait dit plutôt, il y avait 2 problèmes, selon moi, en sciences humaines. J'en avais juste donné un, c'est que les théories influencent les gens. Ouais. L'autre, c'est que un humain, c'est pas un système fermé. Un humain, la vie par essence est capable de modifier ses comportements ou ses façons de faire. Donc c'est difficile de lui attribuer des liens aussi clairs que dans les sciences naturelles ou du moins en physique. Mm-hmm. Ouais, mais c'est un peu le même contexte. Par exemple, tu dis, ben pourquoi est-ce que on n'est pas capable de prévenir le temps qu'il va faire dans 3 jours, mais on est capable de prévenir où va être la Lune dans 21 000 ans. Mm-hmm. Mais c'est parce que le nombre de variables est tellement plus grand pour la température. Mais c'est un peu le même contexte. C'est les sciences humaines, mais les variables sont immenses parce que c'est chaque... En fait, c'est chaque input que les gens ont eu depuis... Attends, c'est mais ça, on pourrait peut-être s'en reparler dans un autre épisode. L'idée, par exemple, de prévision atmosphérique. Ouais. Il y a une branche des maths qui s'intéresse à ça, qui est proche de la physique, là, qui s'appelle... la météorologie? Ouais, non, mais plus généralement, la théorie des systèmes dynamiques, ou ce qu'on appelle, en langage plus commun, la théorie du chaos, genre, qui étudie comment des systèmes complexes comme la météo sont très difficiles à prévoir. Puis d'essayer de comprendre pourquoi il y a ce phénomène de chaos ou de désordre qui apparaît, puis qui essaie de modéliser ça. Ça serait vraiment intéressant parce que c'est un contexte que je connais un peu, mais... Ouais, ça serait j'avais vu... Est-ce que tu avais vu le vidéo, ce qu'il y avait... Ben, en fait, justement, les prévisions météorologiques qu'il y avait... En fait, ça formait comme un papillon, là. C'est vraiment beau. Tu l'avais-tu vu, ça s'appelle les attracteurs. C'est un concept mathématique, en fait. Là. OK. En théorie du chaos, un des objets qu'on étudie beaucoup, c'est quelque chose qu'on appelle un attracteur. En tout cas, ça a une définition mathématique, puis ça fait des beaux graphiques. Là. C'est comme beau à voir le chaos sur un graphique. Là. Parce que je me rappelle, on parlait de déterminisme un moment donné. Puis tu m'avais dit, ouais, mais la théorie du chaos. Ouais. Puis justement, là, je me suis dit, ouais, mais la théorie du chaos, c'est pas juste que si on change une petite variable, il y a des choses qu'on peut pas vraiment prévoir d'avance qui vont arriver. Ouais. Puis je sais pas, toi, ça t'avait un peu convaincu ça pourrait être une avenue que le déterminisme n'existe pas. Peut-être. Tandis que... Fait que j'aimerais ça justement qu'on en reparle un jour. Cool. Parce que moi, je vois pas pourquoi ça venait faire dire que... Ouais, on pourrait parler du chaos, du déterminisme et tout. Okay. Ça, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Puis, j'ai pas étudié... Pour une fois, j'ai pas étudié les mathématiques de cette théorie-là. Je la connais un peu plus d'un point de vue philosophique ou mais je pense que c'est un point de vue intéressant. Mais certainement que les débats sur le déterminisme et tout, vont emprunter beaucoup à la théorie du chaos. Parce que c'est comme... D'une certaine façon, c'est purement déterministe, le chaos, mais d'une autre façon, c'est tellement... Parce que c'est flou, là. Je pense qu'il y a...
c'est pas très bien compris exactement c'est quoi le chaos. Mais ouais, on pourrait en parler, ça serait le fun. Ok. Donc, good, je pense qu'on peut wrapper ça. Ouais, on peut terminer là-dessus. Donc, on trouvera un prochain sujet pour l'épisode 5. Donc, merci tout le monde. Ouais, vraiment cool, merci. Puis merci Justin de nous avoir appris le positivisme agiste. Merci de tes efforts de compréhension tout au long des 2 épisodes. Je pense que ça va aider les auditeurs. Ok.